Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va aller prendre quelques nouvelles de nos frères, cousins et amis de l'île Maurice dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Krishna Saou. Oui, bonsoir Jesmi, bonsoir tout le monde. Et la question c'est d'abord comment l'ouverture de l'aéroport, ça se passe actuellement? L'ouverture de l'aéroport, et peut-être que je vais expliquer un petit peu mieux cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité des hôtels à qui on peut dans un premier temps faire son quarantaine. Donc, ce qui fait que les vols sont limités quand même, c'est-à-dire qu'il y a un vol sur la Réunion par semaine, etc. Seulement un vol par semaine? Oui, c'est plus. Non, 2 vols par semaine. D'accord. Oui, 2 vols par semaine sur la Réunion et 2 vols sur la France en particulier. Mais les hôtels sont limités, quoi. Il y a une vingtaine d'hôtels qui sont dans la fourchette que les gens comme moi et toi peuvent accéder, oui. Et j'allais dire, est-ce que les relations commencent à se rétablir? Les gens viennent à Maurice, voyagent de Maurice vers les destinations extérieures ou pas? C'est-à-dire que Maurice est comme un base de transit. Non, à la rigueur, venir en vacances. On ouvre sur la période estivale Oui. pour l'océan Indien. Est-ce que les gens est-ce que ceux qui ont l'habitude de venir à Maurice, qui ont leurs habitudes à Maurice, est-ce que ceux-là commencent à reprendre pied sur l'île? Je ne sais pas si on peut parler d'habitude, parce que comme j'essaie d'expliquer, je pense que beaucoup de gens sont dans la confusion. C'est-à-dire qu'il y a un nombre limité des hôtels. C'est la pointe d'entrée, c'est-à-dire il faut faire un Covid, c'est-à-dire il y en a 25 d'hôtels. Et j'ai dit précédemment, ils vont aller vers des hôtels 1 étoile. Mais il y a aussi là, en gestation, dans les prochains jours, je pense, des guest house, ce qu'on appelle des pensionnats. Et donc, même ça, c'est pas tous les pensionnats qui vont être ouverts. Donc, il y aura un nombre limité. Parce que pourquoi il faut un nombre limité c'est une histoire de logistique, un nombre limité des hôtels pour faire la quarantaine. Par conséquent, s'il y a des problèmes où il faut amener les gens en hôpitaux, en réanimation, on n'est pas débordé. Donc, tout part de combien de capacités pour soigner les gens en réanimation. On part de là et après, voilà quoi. On va rappeler quand même que depuis l'ouverture des frontières à Maurice, le nombre de cas est quasi nul. Ouais, le nombre est en dessous de une dizaine. Donc, je pense que de ce côté-là, ça marche un petit peu mieux. Aussi, il faut dire aussi que dans les autres pays, le virus circule peut-être moins dans certains pays qu'on pensait. Mmh. Et dans d'autres pays, malheureusement, comme la France, on voit que ça prend une autre tournure des événements. Donc, voilà. Et est-ce que dans la préparation, on va rentrer dans la période estivale pour cette partie de l'océan Indien, pour la Réunion, Maurice, Broderick bien sûr, et Seychelles. Est-ce que tout est en place pour ceux qui souhaitent aller en vacances, pour changer un peu d'air, pour voir autre chose? Est-ce que Maurice est déjà dans cette démarche-là de préparer les vacances? Maurice est dans préparer les vacances. Encore une fois, on est dans ce qu'on appelle une deuxième phase d'ouverture, là, c'est-à-dire avec un accès limité par rapport aux hôtels pour aller faire sa quarantaine, un accès limité, etc. La troisième phase, c'est d'ouvrir complètement. On n'est pas encore là, et je ne pense pas que pour Noël, Nouvel An, ça va s'ouvrir au public au large, hein. Donc cette troisième phase ne sera pas là parce que, comme je vous le dis, les choses ne se passent pas aussi bien qu'on pouvait les penser dans les autres pays par rapport au marché français, etc. Donc peut-être que les hôtels vont s'ouvrir un petit peu, faire des promotions, etc. pour essayer de limiter les dégâts pour les Mauriciens qui veulent passer Noël et Nouvel An dans un hôtel. Et aussi, il y a des Mauriciens qui pensaient peut-être aller dans d'autres pays pour passer Nouvel An, etc. Voilà. Mais je pense qu'il faut pas donner des faux espoirs aux gens qui croient qu'ils vont partir là-bas comme d'habitude, passer des vacances pour Noël et Nouvel An. Non, parce que c'est un accès limité. Donc, voilà, on a peut-être 2000 personnes en quarantaine, hein, qui sont infectées, après, etc. Non, mais c'est limité, hein.
Ouais. Maurice est sur une reprise, j'allais dire, lente, prendre le temps vraiment qu'il n'y ait pas une reprise de l'épidémie, vraiment regarder, s'occuper des gens qui sont malades, veiller à ce qu'il n'y ait pas une grande contamination. Il faut pas, je dis pas ça d'une façon tout à fait objectif. Il faut pas faire le même erreur que La Réunion a fait. La Réunion a ouvert ses frontières pour tout le monde, mais il n'a pas fait un bénéfice. C'est-à-dire que si j'ouvre ma frontière pour tout le monde, combien ça va me rapporter? Et si je ouvre mon pays et je commence à avoir des virus à l'intérieur, ça va réduire mon économie. Comme à La Réunion, on a bien vu, ils ont ouvert les frontières, les touristes ne sont pas venus, et puis bon, ça n'a pas donné grand-chose au niveau des finances, mais ils ont ralenti l'économie intérieure, parce qu'avec les contrôles, etc. Donc il faut pas que Maurice tombe dans cette erreur-là. Le tourisme, c'est bien, mais si il n'y a pas de virus à l'intérieur, l'économie tourne à plein régime. Les usines fonctionnent à plein régime. Donc, les autres secteurs se portent bien. Et en même temps, pour donner un exemple très simple, l'industrie hippique aurait disparu. Parce qu'il y a des chevaux comme ça qui courent pas, et pour les élever et tout, bon, voilà un secteur qui aurait été, donc là, le secteur hippique, tout le monde va aux courses, l'argent rentre, ça marche à 100%. Donc, il faut pas faire il faut pas aller dans la précipitation, ouvrir, ah ouais, on va avoir tous les touristes. Ça, c'est une erreur que, bon, malheureusement, heureusement, Maurice et Seychelles a tiré les conséquences. Au Seychelles aussi, il y a que 50 hôtels qui est là. Mais Seychelles a un problème majeur par rapport à nous. Il dépend de la pêche et du tourisme à 100%, on pourrait dire. À l'île Maurice, non, il peut faire autre chose. D'accord. Et il peut aussi essayer de cibler le touriste des affaires, parce que ça, c'est pas des gens qui viennent les vacances, c'est des gens qui ont besoin d'un cadre intérieur, des hôtels avec des salles de réunion pour faire des réunions d'affaires. Donc ça marche très bien. Il y a des avions qui vont venir, je pense, pendant les fêtes des Nouvel An pour les grands groupes qui font les touristes d'affaires. Peut-être le tourisme un petit peu culturel et tout ça, mais ça c'est dangereux parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui rentrent. Alors, d'un point de vue purement donc sur la situation à Maurice, en tout cas pour l'instant, c'est maîtrisé. Le virus ne circule pas et tout ce qui est donc circulation aérienne, c'est sous contrôle. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité d'avions qui peut rentrer à Maurice parce que il y a capacité limitée. Hein. On va dire que le tourisme c'est en série limitée, mais rien n'empêche un rayonné d'acheter du textile par internet ou ce qu'il veut. Tout ça, ça marche à merveille. Hein, ça marche à 100%. L'économie tourne à 100% à l'intérieur. Il n'y a pas de télétravail, il n'y a pas de besoin d'aller faire du télétravail, il n'y a pas besoin de faire chômage partiel, il n'y a pas tout ça. Et les gens, même les petits commerces, les petits chauffeurs taxi, bon, bah, eux, ils ramènent des gens de usines à leur maison. Donc, les gens qui vendent des dalles pourries ou je ne sais quoi pour les touristes, eux, ils peuvent aller vendre ça pour les gens qui travaillent dans les usines parce que ça tourne en plein régime. Donc, finalement, c'est maîtrisé. C'est juste une perte au niveau de l'industrie touristique. Mais le reste, ça va à merveille. Alors, je tourne une page, c'est parce que on a parlé d'élections. Oui. C'est quand là? Les nominations, la semaine dernière, là on en a parlé, il y a eu l'enregistrement des groupes, hein, etc. Là on a eu 910 groupes qui sont enregistrés, c'est des élections villageoises. On va rappeler les élections villageoises, par définition, c'est pas politique. Donc on peut pas enregistrer un parti politique, c'est les villageois, c'est pour le village. Donc un conseiller de village, il a 9 conseillers plus un président et un vice-président. Le conseil des villages, ses compétences sont très limitées. C'est au niveau de sanitaire, au niveau des toilettes, au niveau de cours d'entrepreneurs. C'est très limité. C'est très la ville des villages, le problème d'asphaltage, le problème de lumière, les problèmes de entretien, infrastructure, les jardins, l'école pré-primaire, les infrastructures sportives et tout ça, c'est très limité. De ce fait,
dans ces 910 groupes qui se sont enregistrés, il n'y a aucun parti politique qui se sont enregistrés. Et on a noté aussi que l'opposition a un petit peu peur d'aller se bagarrer avec le parti au pouvoir. Donc ils ont décidé de même pas, je dirais, soutenir quelques groupes. Ils sont assez en retrait de cette élection. Ils préfèrent jouer l'opposition parlementaire, etc. Donc, mais ce qu'on note aussi, c'est que comme ça a été une élection déclarée par surprise, qui normalement devait favoriser le parti au pouvoir, vu que à Maurice, là, on a ce qu'on appelle le Navaratri, c'est une cérémonie pour les divinités féminines de la religion hindoue. Et après, on a Deepavali, donc il a touché tous les cases pour faire le plein des voix, parce que 50% de cet électorat des villages, c'est essentiellement un électorat hindou. Donc, de ce fait, ils ont coché tous les cases, mais on sent que c'est pas une bataille jouée d'avance, parce que avec 910 groupes quand même, on sent quand même que derrière ça, il y a du mécontentement. Ah bon? Il y a du mécontentement parce que normalement, ils n'auraient pas... En 2012, quand la précédente édition de sélection, ils avaient 420 groupes. Là, ça a doublé. Et il y a beaucoup de listes indépendantes. On va voir dans les jours qui viennent, le 31, ça va être l'enregistrement des candidats. Et après, ça va, la campagne démarre pour 3 semaines jusqu'au 22 novembre, le jour des élections. On va voir un petit peu les thèmes, les groupes et ce qu'il en est. Mais moi, je présume que c'est une bataille très ouverte, vu qu'il y a d'un côté 910 groupes. Ça indique qu'il y a un mécontentement généralisé quelque part dans les villages, surtout les villages, comme on a dit, Maïbou, avec les Wakasho et etc. Donc, c'est à voir. C'est pas une élection jouée d'avance pour le pouvoir en place. Et si vraiment ce 910 groupes, et il y a beaucoup de groupes indépendants et que les voix sont dispersées, eh ben, il y aura des alliances, il y aura des demandes. Eh ben, c'est pas très bon signe pour un gouvernement qui est à peine 1 an en place. Et ce gouvernement, aujourd'hui, dans cette situation, quelles sont les décisions qu'il prend? Ça va dans le sens de ce que veut la population ou pas pour l'instant? Ben, je pense que dans un premier temps, ce que c'est les élections démontrent, on rate le coche. Parce que si on prend l'exemple, on regarde très bien les différents districts et les différents conseils de village. La plus petite conseil de village, il y a Chamarel, 512 votants. La moyenne des autres villages, allez, on dit entre 1005 et 3000. Mais il y a quand même des villages où il y a 5000. Il y a des villages où il y a 23 000 comme Triolet. Je parle d'un conseil de village. 23 000 juste pour s'occuper des toilettes et machin. Donc, il y a un problème. Parce que là, la réforme qui saute aux yeux, c'est comme Maïbou, il y en a 10 000, comme Flac, il y a 13 000, c'est que ces villages qui sont à dimension d'une ville, devraient avoir un statut de ville. Parce que d'une part, le petit gâteau qu'on leur donne, c'est pas suffisant. Et puis, ils ont pas le même demande. Je veux dire que quand on voit Goodlands, les Réunionnais aiment bien aller faire des courses à Goodlands dans le nord, près du Grand B. Il y en a 18 000 votants. Et on voit bien que Goodlands, c'est pas le village typique avec une petite lumière, un petit stade de foot, un petit truc là, comme ça, un petit loisir simple. Goodlands a des problèmes de circulation, de problèmes de transport, le marché n'est pas adapté pour le flux qu'il y a dans un samedi ou un vendredi, parce qu'il y a un flux de gens qui vivent dans Goodlands, mais il y a aussi les gens qui viennent de tous ces petits villages samedi pour faire les courses, il y a les touristes, il y a les Réunionnais, il y a les Français, il y a etc. Donc, il y a les Mauriciens aussi qui viennent là. Donc, on voit bien que ça ne répond pas, c'est-à-dire que le véhicule, le véhicule juridique, il est trop, ou le véhicule institutionnel, il est pas adapté à la demande de... Qu'est-ce qui explique qu'on a l'impression que le gouvernement ou les institutions n'adaptent pas justement sa structure à l'évolution de la population? On a un pouvoir centralisateur qui se décide à pour lui et
c'est un pouvoir qui gère ça avec de l'habitude. Il y a des vieux fonctionnaires aussi à Maurice que, vous savez, on dit toujours, c'est un politicien, il change pas, il fait pas quelque chose. Moi, j'ai déjà défendu de combat, et quand je rencontre le ministre, il me dit oui, on va le faire, y a pas de problème, faites-moi ça. Après, il dit va voir le fonctionnaire, mais le fonctionnaire, il a été là pendant 40 ans, il a ses vieilles habitudes, il est rigide, et on appelle ça j'ai oublié le nom, mais c'est comme si c'est un autre pouvoir. Ah, ça. Ouais. C'est quelqu'un qu'on ne bouge pas facilement. Oui, et non, mais qui est figé et qui change pas ses habitudes. Ouais. Et c'est un fonctionnaire, il a ses vieilles habitudes, ses vieilles cahiers, et lui, il fait pas de la politique, il sort pas de son bureau, il sait pas la réalité. Et c'est ça le problème, même en Amérique, partout, on a discuté de ça, on appelle le inner state, voilà le mot, le pouvoir intérieur. C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement, le ministre dit fais ça comme ça. Mais après, il y a les fonctionnaires. Madame Vanessa Méranville expliquait quand elle est venue comme maire aujourd'hui dans le journal, elle explique, il y a un graffiti, elle passe un coup de fil et elle croyait que c'était fait, quoi. Mais non. Elle a fallu qu'elle-même, elle passe 15, 20 coups de fil, elle s'implique vraiment pour enlever un tag sur le mur de la ville. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que le gouvernement en place, il continue à faire des petits trucs de salles de terrain de foot synthétique, des petits trucs. Mais c'est pas ça la réalité, les gens. Les gens dans les villages, ils ont de nouveaux problématiques de transport, de parking, de pollution sonore, etc., etc. Donc ça, c'est pas adressé. Et ça joue en yo-yo. C'est-à-dire que, quand vous allez voir le président du district, ouais, mais tu sais, moi, je peux pas faire ça. C'est pas dans mes compétences. Et après, on va envoyer ça à Port-Louis. Port-Louis, le ministère va transmettre ça au Conseil des ministres. Conseil des ministres, ça arrive au Parlement. On va faire une loi, et ça, c'est les lois derrière les autres lois. Et bon, après, on a passé 5 ans. Et après, on s'étonne que on ait un gouvernement en place, qu'on a tout fait, on a dépensé d'argent, on a mis d'argent, on a fait des terrains synthétiques là. Résultat des élections, on prend la pente. Voilà. Et moi, je pense que le bon exemple en Amérique, nous on est en retard, c'était Bill Clinton. Il a dit les problèmes des gens, c'est les petits problèmes au quotidien. C'est pas l'économie et tout ça. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'un décalage en ce moment entre ceux qui sont en place, le pouvoir en place, et là le cas flagrant à Maurice, après 1 an, même pas 1 an, parce que décembre ça va faire 1 an, il y a déjà un mécontentement général. Il nous reste un peu moins de 3 minutes, Christian Sao, c'est le contexte aujourd'hui. Est-ce que ce climat actuel, que ce soit à La Réunion, là on parle de l'île Maurice, mais à Maurice, la population aujourd'hui mauricienne est dans quel état d'esprit aujourd'hui? C'est de relancer les affaires, c'est que les affaires repartent, c'est ça la priorité? Je pense que avant le Covid, c'était le deuxième miracle économique, c'est le pouvoir d'achat, c'est un PIB par habitant de 12 000, 13 000 $, on va doubler, ça va arriver 22 000 $, etc. On était parti sur un plan à la Singapour, Taïwan, etc. Il faut dire la vérité. Et avec le Covid, les choses ont bousculé, et puis les gens ont des problèmes quotidiens qui sont là, trop présents, de nuisances sonores, de problèmes de voisinage, de problèmes de parking, de problèmes. Donc, ce qui fait que il y a un décalage, et je dirais cette élection peut-être va être le marqueur pour démontrer que, il faut revoir le modèle mauricien basé sur le modèle Singapour, Taïwan, l'économie à tout prix. Justement, quand on parle du modèle mauricien, pas pour être critique, mais juste pour dire que, est-ce que justement, et c'est le cas malheureusement pour tous les pays du monde, je crois que chaque pays, il faudra réinventer son modèle de réussite économique, et Maurice va sans doute devoir aussi revoir ses bases, revoir quelle stratégie économique mettre en place pour repartir. Oui, mais je veux dire, c'est pas modèle économique, bien sûr, il faut le remettre en place pour repartir purement dans l'économie, mais les gens ont d'autres priorités aussi, c'est-à-dire on pourra pas repartir comme avant, comme je disais, sur un modèle Singapour, Taïwan, toute l'économie. Rien que l'économie, toute l'économie, et une fois que l'argent rentre, ça va régler tous les problèmes.
Malheureusement, non. Il faudra revoir les modèles économiques, que ce soit par rapport à l'environnement, la durabilité, mais il faudra aussi revoir l'économie. Et je dirais que l'économie de masse, il faut changer. Il faut quelque chose d'un petit peu plus, plus adapté au contexte, plus adapté, plus individuel. Et il y a les millénials, comme on dit, les 16-30 ans, ils n'ont pas les mêmes préoccupations que nous. Donc, il faudra voir un petit peu le modèle. C'est pour ça que j'allais dire que l'équation sera un peu plus compliquée, plus complexe à résoudre. Et là, les politiques vont devoir sans doute vraiment y réfléchir et arrêter de faire de... Ouais, il faudra, comme on dit en business, répondre à des niches, c'est-à-dire des petits groupes. Des questions précises et des réponses précises à des questions précises. Voilà. Merci Krishna Saou pour cet échange. On va regarder les derniers candidats à l'élection Miss Inter et Miss Gentleman donc de Pépita Dollar. On se retrouve juste après. Quel souvenir gardez-vous de ce premier concours ? C'était une expérience bien. On a été en groupe et on a fait des belles rencontres. De ces rencontres, qu'est-ce qui s'en est suivi ? Après, j'ai resté en contact avec Pépita et on a continué après. Et justement, qu'est-ce que vous avez fait depuis ? Depuis, comme je suis coiffeuse, donc ça m'empêche un peu de venir tous les jours, mais de temps en temps. Qu'est-ce que vous aimez dans ces concours ? Qu'est-ce que vous aimez dans cet environnement ? C'est l'ambiance et avoir de belles rencontres. Ça aide la femme à se sentir bien, ce genre de concours ? Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça m'apporte le bien-être, ma timidité, et puis d'être agréable avec les gens. Et montrer les femmes qu'on peut se présenter à cette élégance. Comment vous avez évolué ? Aujourd'hui, vous êtes plus timide, moins timide ? Un peu moins, maintenant un peu moins. Je peux rencontrer des gens et parler avec, tout ça. Et c'est ça que vous aimez ? Oui, oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre d'autre ? Qu'est-ce que vous voulez voir changer en vous ? En moi, c'est être en bonne compagnie et sortir, faire des sorties, parce que moi je suis tellement seule et donc on fait des sorties avec pour être agréable, quoi. La solitude. Ma solitude, c'est être enfermée, de partager quelque chose avec quelqu'un, refaire ma vie, parce que moi j'ai un enfant déjà, et refaire ma vie, bien. Qu'est-ce que vous attendez de la personne que vous avez envie d'aimer ? Un amour parfait. C'était votre premier concours à l'époque ? Qu'est-ce qu'il en reste comme souvenir ? Beaucoup de rencontres, une expérience très émouvante. J'ai appris plein de choses, que ce soit défiler dans les talons, découvrir le vivre ensemble, s'adapter aussi avec pas mal de personnalités. En fait, je me suis inscrite à cette élection parce que j'étais complexée par rapport à ma corpulence. En fait, tout d'abord, je voulais me présenter à une autre élection bien avant celle-là. Et je n'ai pas été retenue par rapport à ma corpulence. Et du coup, je me suis dit que cette élection, justement, est une porte ouverte à tous les candidats et candidates qui souhaiteraient, justement, participer à une expérience autre que le physique. Et peu importe l'âge, peu importe la corpulence, la grandeur, tout le monde a le droit de participer. Et je trouvais que c'était une opportunité. Qu'est-ce que vous avez trouvé bien ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? Et qu'est-ce que vous gardez ? J'ai eu un peu plus confiance en moi. J'ai gardé une belle
expérience. Comment vous avez fait évoluer votre caractère après ce concours? Je pense que j'ai mûri, hein. J'ai pris beaucoup d'expérience et je me sens un peu plus forte qu'avant. Quel projet vous avez pour vous? Ça fait maintenant 1 an que je suis titrée et j'ai pu apprendre à aider aux autres à avoir aussi confiance en eux. Vous, pour vous, qu'est-ce que vous avez comme rêve aujourd'hui? D'aider justement un maximum de personnes à atteindre leur objectif physique et justement se sentir un peu mieux dans leur peau et avoir plus confiance en eux. Vous avez trouvé l'amour? Oui. Votre corpulence, c'était un avantage ou un inconvénient dans cette rencontre avec l'amour? On était déjà ensemble. J'étais déjà avec mon amour, mais il m'aimait sincèrement, mais moi-même je m'aimais pas. Donc c'était un plus pour moi-même, m'aimer davantage pour qu'on puisse justement s'aimer ensemble. Qu'est-ce qui reste comme souvenir de ce concours? C'était la communion entre 2 îles, hein, La Réunion et l'île Sœur. Très belle communion et très beau partage surtout. Alors le plus beau moment pour moi, c'est quand on a fait un tour de l'île tous ensemble. Il y avait une bonne ambiance, comme je disais, un beau partage et le fait que tout le monde soit réuni, c'était très marquant. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre évolution, dans votre schéma personnel, dans vos caractères? Je suis quelqu'un de très introverti de base et le fait d'être confronté au regard des autres, il fallait sortir de ce schéma introverti et s'ouvrir aux autres. Donc ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, ça m'a permis aussi de finir mes études qui étaient le coaching sportif. Comment amener les gens à s'ouvrir? Là, je suis coach dans l'association Bec là-bas. Je pense que vous connaissez un petit peu. Et c'est des jeunes du quartier. Et le but, c'est qu'ils ne restent pas dans leur quartier. Ils s'ouvrent au monde. Et le sport, pour eux, c'est une manière de s'ouvrir au monde et de communiquer avec leurs amis et de s'épanouir aussi. Parce que dans leur quartier, c'est un endroit assez compliqué à vivre. Et le but, c'est qu'ils sortent de ce schéma-là et qu'ils voient qu'il n'y a pas que le quartier, il y a autre chose que le quartier, il y a du monde à l'extérieur. Moi, je suis coach sur le front de mer et l'objectif, c'est que moi, j'apporte ma joie de vivre, mes compétences dans le coaching. Et moi, mon but aussi, c'est que les jeunes dépassent leurs limites et notamment comme un jeune que j'avais coaché, Angelo Merion, qui lui il a grandi, il est sorti, c'était quelqu'un qui était dans le quartier, qui avait du mal dans sa famille, il y avait beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui on a pu, parce que j'étais pas seul, on a pu le faire grandir et maintenant il est épanoui dans ce qu'il fait et moi c'est ça qui est important. C'est que j'arrive à faire sentir ces jeunes-là dans ce schéma-là pour qu'ils s'ouvrent, comme je disais, aux autres.